You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, et aussi pour parler de santé sexuelle et de prévention. Au micro, Cristina Rosati. Au sommaire cette semaine, nous ferons le tour de Paris avec les différentes campagnes de Vers Paris sans sida. Mais attention, il ne s'agit pas des campagnes qui ont leur raison d'être que à Paris, bien au contraire. Je vous proposerai après 2 témoignages, l'un tout frais de notre Joël qui nous raconte sa situation particulière en ces temps de Covid, et un deuxième, un peu plus ancien mais toujours valable, de notre Yann et de sa compagne Hortense, un couple amoureux de la vie. Continuerons après pour rester dans les sujets avec les annonces du cœur pour finir avec les infos de la semaine lues par notre Sarah. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous appeler au 01 40 40 90 25 ou bien nous laisser un message sur le site comitédesfamilles.net. Nous avons également un Twitter VIH Radio et notre page Facebook Comité des familles. Elodie Aina, nouvelle directrice de Vers Paris sans sida, et nous avons fait le tour de nombreuses campagnes de sensibilisation de Vers Paris sans sida. Alors, Vers Paris sans sida, c'est une association qui a été créée en 2016 à l'initiative de la ville de Paris et de personnalités engagées. Elle a été rejointe par le département de la Seine-Saint-Denis en 2020, donc on s'appelle aujourd'hui Vers Paris sans sida, mais notre territoire d'action c'est Paris et la Seine-Saint-Denis. Elle est née de la volonté politique du déploiement de tous les moyens de prévention combinés, avec un objectif d'égalité et d'inclusion, avec l'horizon de l'année 2030 où on souhaite faire disparaître l'épidémie. Donc ça paraît être un objectif un peu utopique, mais nous vraiment on y croit. Et aujourd'hui, avec les traitements, avec la PrEP, avec l'élargissement des offres de dépistage, on sait que c'est véritablement possible, hein, ça a été modélisé. Et donc, pour travailler à cet objectif, Vers Paris sans sida met en place des projets innovants, des actions de communication ciblées et travaille aussi au renforcement de l'offre de santé avec des institutionnels comme la ville de Paris, le département de Seine-Saint-Denis, mais aussi l'ARS, Santé publique France, la NRS, travaille aussi avec les professionnels de santé et les associations, en particulier les associations communautaires. Donc pour ça, on collecte des fonds privés et publics avec l'objectif non pas de mettre en place des projets nous-mêmes, on n'est pas une Xème association de lutte contre le sida, mais on vient plutôt pour initier, pour suivre, pour soutenir et pour promouvoir les projets qui sont mis en place par d'autres. Et donc, je suis effectivement la nouvelle directrice de Vers Paris sans sida. Je succède à Eve Plenel. J'ai pris mes fonctions à partir depuis le 1er septembre. Voilà, et donc je fais partie maintenant de cette nouvelle aventure. Oui, c'est tout fraîche. Alors, comme tu disais, Vers Paris sans sida, il a toujours des campagnes très, très ciblées. Pourquoi ce choix ? Parce que, d'abord pour des raisons épidémiologiques, parce que vous savez que 80% des découvertes de séropositivité aujourd'hui concernent soit des homosexuels masculins, soit des migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, parce que ces publics-là ne se sentent pas destinataires des messages généraux de santé, c'est-à-dire des campagnes grand public qui sont adressées par les pouvoirs publics ou par d'autres. Mais il faut spécifier nos messages, l'adapter aux réalités de ces cibles, hein, comme on les appelle en communication, donc aux données comportementales et puis au code culturel. Parce que, par exemple, quand on est migrant, évidemment, on a grandi dans un pays différent, donc on a un rapport à la sexualité, au rapport homme-femme,
terme à la maladie qui est différent en fait du grand public français. Et si on veut véritablement toucher ces personnes, il faut s'adapter à ces codes culturels, et notamment en travaillant avec des associations communautaires et avec et pour les personnes concernées. Juste avant le premier confinement, malheureusement, il était sorti un de vos campagnes très intéressantes qui s'appelle Les Bonnes Nouvelles. Nous en avons parlé à l'antenne ici, et là vous avez lancé encore des spots que vous passez dans des radios. Là, je propose à nos auditeurs d'en écouter un et on revient tout de suite après pour les commenter ensemble. Allô ma copino. Tu sais quoi, je te dis à toi, ça reste entre nous parce que tu es ma meilleure amie. Je suis enceinte. Yeah, génial. Mais de qui? Non mais attends, c'est quelle question tu me poses? De Issa bien sûr. C'est pas ça, mais... Il peut ma chérie, tout va bien. Il sait en tout cas comment on fait. C'est vrai, il est séropos, mais tu vois, aujourd'hui, il existe des traitements qui permettent de réduire la quantité de virus qu'il a dans le corps. La quantité est si faible qu'il peut même pas transmettre le VIH, ma chérie. Il peut faire des enfants, là? Bien sûr, en tout cas, il a marqué le but. Voilà, Issa, avec son traitement, il peut vivre sa vie de père. Et toi, on dit quoi? T'es pas encore enceinte? Hein? La cachotière, là-bas? Elle m'a jamais fait dire. Vivre avec le VIH, c'est d'abord vivre. C'était un message de Santé publique France et de Vers Paris sans sida. Plus d'informations sur sidainfoservice.org. Alors, cette campagne radio, elle a été portée par Santé publique France et Vers Paris sans sida et coproduite avec Africa Radio. Donc, on s'adresse ici à la communauté sur un média qui est consommé par la communauté, donc Africa Radio, et puis également les réseaux sociaux communautaires. L'objectif, c'est de rappeler ce qu'est le TASP. Donc, le TASP, c'est Treatment as Prevention, c'est-à-dire le traitement comme moyen de prévention. Aujourd'hui, les traitements, en fait, permettent de, comme c'est expliqué dans le spot, de réduire la quantité du virus qui est dans le sang de manière infime, si bien que la personne qui est sous traitement ne transmet plus le VIH. C'est vraiment important de travailler sur la connaissance du TASP parce que sa méconnaissance provoque des phénomènes de rejet, de discrimination qu'on essaie de combattre. Et il est important aujourd'hui de rappeler que grâce au traitement, les personnes séropositives d'abord peuvent vivre en bonne santé, avec une espérance de vie qui est restaurée, qui est la même qu'une personne séronégative, peuvent avoir des enfants en bonne santé et peuvent avoir une sexualité épanouie sans transmettre le VIH. Et cette fois, du coup, vous avez choisi le moyen radio, du coup, que l'audio, tant que les bonnes nouvelles, c'était vidéo. Si je ne me trompe pas, c'était 4 épisodes. Est-ce que vous, même si maintenant la situation était extrêmement compliquée par rapport à la Covid, mais est-ce que vous prévoyez d'enregistrer des bonnes nouvelles? Alors, il y aura peut-être une saison 2, on espère. Bon, pour l'instant, avec le Covid, effectivement, l'activité a été ralentie puisqu'on a lancé l'avant-première des bonnes nouvelles juste avant le premier confinement. Bon, les associations se sont néanmoins approprié l'outil et vont l'utiliser comme support à des actions de sensibilisation. L'objectif, c'est, dans chaque épisode, il y a donc un sujet, un message de prévention qui est abordé à travers la fiction de manière pédagogique. Et donc, on a pu parler du TPE, donc c'est le traitement post-exposition, de la PrEP, qui est un médicament qui permet de se protéger du VIH, de l'effet des traitements, mais aussi de manière plus générale de l'empowerment des femmes, de la lutte contre la discrimination des homosexuels et des sujets comme ça qui nous tiennent à cœur parce que il est important bien sûr de travailler sur la santé, mais on a aussi un objectif à Vers Paris sans sida qui est de renforcer l'égalité et de lutter contre les discriminations. Une autre de vos campagnes s'adresse principalement aux primo-arrivants non francophones. Ça, c'est un sujet très difficile. Comment on peut attendre cette population clé? Alors, c'est très difficile. On ne peut pas le faire vraiment avec des campagnes parce qu'il n'y a pas vraiment de médias qui soient consommés par cette cible, comme ça peut être le cas chez les homosexuels, par exemple. Pour les primo-arrivants, on s'appuie nécessairement sur les acteurs qui sont en charge du premier accueil. Donc là, ce projet, c'est un projet qu'on a monté avec le SAMU social. Donc c'est un petit dépliant qui est multilingue, donc qui a été traduit en pachto, en dari, en arabe, en anglais, en français et en somali, qui rappelle en fait que la santé sexuelle est un sujet qu'on peut aborder avec les professionnels de santé à son arrivée en France, qui parle de contraception, mais
aussi de dépistage du VIH et des IST, d'excision, d'orientation sexuelle, de violences aussi subies, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de migrants, hein, notamment ceux qui passent par la Libye, qui ont pu subir des violences sexuelles pendant leur parcours. Donc, il est important quand ils arrivent en France qu'on puisse prendre en charge cette question, à la fois sur le plan physique, mais aussi dans le cadre de santé mentale, puisque bien sûr ça peut provoquer des traumatismes. Alors ce petit dépliant, on l'insère dans les kits d'hygiène. Vous savez que le SAMU social distribue aux primo-arrivants des kits d'hygiène dans lesquels il peut y avoir un peigne, un savon, du shampoing, etc. Et donc on l'insère dans ces petits kits avec un préservatif et du gel pour donner le signal en fait que la question de la santé sexuelle peut être abordée avec les professionnels de santé et avec les interprètes. Oui. Et à propos des professionnels de santé, on ne pense pas des fois qu'ils peuvent être aussi une cible des campagnes de sensibilisation. Oui, absolument. Les professionnels de santé sont un relais essentiel. Hein. Il y a beaucoup de professionnels, surtout en Île-de-France, hein, qui ont été très engagés depuis le début de la lutte contre le VIH. Et là, pour le 1er décembre, on a sorti un kit qui s'appelle Santé sexuelle, les bons réflexes, qui est destiné aux professionnels de santé qui sont en Seine-Saint-Denis, notamment dans des centres municipaux de santé. Et dans ces kits, en fait, il y a un petit livret pour aider les professionnels à aborder les questions de santé sexuelle avec le patient, hein, ce qui n'est pas toujours évident, lors de consultations qui n'ont pas nécessairement pour objet de traiter de la santé sexuelle, mais l'objectif c'est de pouvoir aborder ce sujet en mettant également dans ce kit des affichettes, salles d'attente, pour envoyer le signal aux patients que ces sujets peuvent être abordés avec le professionnel. Et puis on a mis également du matériel de démonstration, notamment des autotests VIH, ces fameux autotests qu'on peut maintenant aller acheter en pharmacie, hein, sans ordonnance, des préservatifs aussi, préservatifs qu'on appelle externes, dit également masculins, des préservatifs internes qu'on dit féminins, mais qui peuvent être aussi utilisés par les hommes, et notamment lors de rapports anaux. Et donc ce matériel de démonstration va permettre de faire le lien avec le patient, hein, pour aborder les questions de santé sexuelle. Donc c'est un projet qui a rencontré beaucoup de succès, hein, puisqu'il y a eu 22 villes partenaires, on a distribué 400 kits, et donc c'est vraiment important de pouvoir s'appuyer sur ces professionnels qui vont pouvoir être le relais de ces questions liées à la santé sexuelle d'une manière générale. Oui, et à propos des autres villes partenaires, je prends occasion de ça pour revenir sur un autre sujet que c'est très intéressant du projet Vers Paris sans sida, parce que pas les mêmes projets, mais il existe d'autres villes en France qui tentent l'expérience de Vers Paris sans sida, comme Nice, je ne me trompe pas, mais aussi des villes étrangères. Comme les projets de Londres. Est-ce que, du coup, l'objectif, c'est aussi relié qu'il y a de plus en plus de villes qui prennent les initiatives que vous portez à Paris, qui les déclinent de manière différente selon la ville, qui s'adaptent, mais est-ce que c'est ça aussi un objectif de cette expérience? Oui, absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lancement des villes sans sida et de la déclaration de Paris en 2014, il y avait 38 signataires. Aujourd'hui, il y a plus de 350 villes dans le monde qui sont des villes sans sida. Il y a comme tu le disais, Londres sans sida, San Francisco sans sida, Berlin sans sida, Bordeaux sans sida. Ce qui est intéressant, en fait, dans le principe de la ville sans sida, c'est le rôle des élus locaux, le territoire, en fait, l'échelon territorial qui permet une implication plus forte des communautés et une agilité certaine, hein, pour les projets innovants qui est plus facile qu'au national. Alors, bon, évidemment, ces villes sans sida, c'est pas une solution miracle, hein, ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça permet d'apporter des réponses concrètes à des problèmes qui ne sont pas réglés par ailleurs. Alors, il y a
par exemple, le travail qu'on fait en direction des migrants subsahariens, c'est un travail qu'on retrouve dans des villes italiennes, anglaises, portugaises. Il y a aussi beaucoup de villes qui travaillent sur des projets pilotes d'accès à la PrEP, sur l'information autour de l'intransmissibilité. Et puis, il y a une dimension aussi de solidarité internationale avec la FRAVI, par exemple, bon, qui a malheureusement été mise à mal par le Covid cette année, mais avec l'idée d'une solidarité aussi des villes du Nord et des villes du Sud. Et pour revenir à vos campagnes, on a dit que vous faites des campagnes surtout ciblées. Mais il est sorti tout récemment une campagne grand public, une campagne contre la sérophobie et les discriminations qui s'appelle Vivre avec le VIH, c'est d'abord vivre. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette campagne ? Oui, alors c'est une campagne qui a été portée, là encore, par Santé publique France et signée par la ville de Paris, le département de la Seine-Saint-Denis et Vers Paris sans Sida. On est parti en fait du principe du constat il y avait encore malheureusement beaucoup de discrimination, de stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH aujourd'hui. Les études, notamment KABP, montrent que l'acceptation des PV-VIH, donc des personnes qui vivent avec le VIH, diminue avec le degré de proximité. Il y a aujourd'hui 9 personnes sur 10 qui accepteraient de travailler avec une personne séropositive, mais il y en a 1 sur 2 seulement qui accepterait d'avoir des relations sexuelles avec un préservatif avec une personne séropositive. Et il y a un homosexuel masculin sur 2 qui rapporte des discriminations dans leur vie sexuelle. Donc l'objectif de cette campagne, c'est vraiment d'abord d'apporter un changement de regard sur la séropositivité qui est obsolète aujourd'hui et de lutter contre les discriminations, notamment en faisant connaître ce fameux TASP, Treatment as Prevention, qui permet aux personnes séropositives sous traitement de ne plus transmettre le VIH. Donc, ces campagnes, en fait, alors c'est une campagne grand public, mais je dirais, c'est une campagne tout public, TOUS, c'est-à-dire qu'on s'adresse à l'ensemble de la population française dans toutes ses composantes, avec des visuels qui mettent en avant des jeunes couples hétérosexuels, des couples plus âgés aussi hétérosexuels, de plus de 50 ans qu'on voit assez peu dans la publicité, mais aussi des homosexuels masculins, des migrants originaires d'Afrique subsaharienne et des personnes, on va dire, issues de la diversité ou bien HSH migrants. Enfin, il y a un visuel qui peut s'adresser à beaucoup de gens qui peuvent s'y retrouver. Alors, chaque visuel, en fait, rappelle un principe qui est lié à l'effet du traitement, le fait qu'on peut aujourd'hui avoir des enfants, le fait qu'on peut avoir une sexualité épanouie sans transmettre le VIH et le fait qu'on vit aujourd'hui en bonne santé. C'est pour ça qu'on a signé cette campagne autour du slogan « Vivre avec le VIH, c'est d'abord vivre ». Tu as cité Santé publique France. Chaque année, le 1er décembre, Santé publique France diffuse les nouveaux données épidémiologiques par rapport aux infections au VIH et aux autres infections sexuellement transmissibles. Par rapport à 2019, malheureusement, les données ne sont pas encore vraiment claires, à cause aussi de la Covid et de la difficulté du passage d'informations. Mais on a quand même quelques données. Tu as pu les voir, comment tu les interprètes? Est-ce qu'on est toujours dans une baisse de contamination? Comme tu dis, effectivement, cette année, Santé publique France n'a pas pu avoir les données 2019 à cause de la Covid. Néanmoins, ce qu'on a constaté en 2018, c'est qu'il y avait une baisse des nouveaux diagnostics d'infection. Donc, ça veut dire que l'épidémie recule. Il y a eu moins 17% de nouveaux diagnostics par rapport à 2013, donc ce qui est beaucoup, avec une baisse qui est plus importante à Paris que sur le reste du territoire national. Donc, les résultats de baisse sont beaucoup tirés par ce qui se passe à Paris. Et à Paris, quand on regarde les détails, on se rend compte que la baisse, elle vient surtout de la diminution des nouvelles infections chez les homosexuels masculins nés en France. Donc ça, c'est le travail essentiellement de la PrEP, donc ce médicament qui protège du VIH, qui permet donc de faire reculer l'épidémie dans ce groupe-là. Bon, malheureusement, l'épidémie de VIH, comme l'épidémie de Covid, du reste, discrimine. Et en particulier, chez les étrangers, on constate que l'épidémie est stable chez les femmes et qu'elle augmente chez les homosexuels nés à l'étranger.
Voilà, donc ce sont des résultats très encourageants, mais évidemment, il ne faut pas relâcher les efforts et ces progrès qu'on a pu constater chez les homosexuels masculins, il faut qu'on mette tout en œuvre pour pouvoir faire en sorte qu'on le retrouve aussi chez les migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Du coup, les données positives sur Paris sont sûrement dues à une utilisation très largement répandue de la PrEP, mais on sait qu'avec les confinements, il y a eu quand même une baisse malheureusement de consultations et du coup, on pourra s'attendre peut-être à des données pas très favorables. Mais on sait que ça dépend du confinement et du fait de la difficulté d'accès aux consultations. Absolument. Alors pendant le premier confinement, on a constaté d'abord un effondrement du dépistage, qui est encore valable pendant le deuxième confinement. Alors pour des raisons différentes, mais parce que aussi les labos aujourd'hui sont totalement embolisés par le Covid. Mais on a vraiment constaté un recul du dépistage du VIH qui a été remis à plus tard, finalement, pendant ce premier confinement. Une baisse également des initiations PrEP, et que ce soit pour le dépistage ou pour les initiations PrEP, c'est revenu à un stade supérieur après la fin du premier confinement, mais ça n'est pas revenu quand même au niveau d'avant. Bon, la chance qu'on a quand même en France par rapport à d'autres pays, puisque comme on est en contact avec d'autres villes sans sida, on a pu voir aussi comment le Covid avait affecté la lutte contre le VIH dans d'autres pays. La chance qu'on a eue en France, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture dans les ARV, c'est-à-dire que les personnes ont pu continuer à suivre leur traitement pendant le confinement, notamment grâce à la mise en place du système de téléconsultation et à la possibilité aussi d'utiliser d'anciennes ordonnances non renouvelées dans les pharmacies. Et il n'y a pas eu de rupture non plus dans le suivi PrEP. Bon, en Italie, par exemple, qui est un pays, comme vous le savez, qui a été particulièrement touché par la crise Covid, l'accès aux ARV se faisait par les hôpitaux qui étaient absolument inaccessibles pendant le premier confinement. Et ils ont malheureusement constaté un nombre accru de décès liés au VIH qu'on a heureusement pas connu en France. Et imaginons maintenant les scénarios plus positifs. Disons qu'on va vers un déconfinement. Si c'est ça la possibilité, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire du coup, dès qu'on sera vraiment déconfiné? Qu'est-ce que c'est les messages que tu voudrais qu'ils passent? En fait, nous, on essaie de travailler même dans cette période difficile. Pendant le confinement, on a essayé, par exemple, de recenser l'ensemble des offres liées à la santé sexuelle ou à la solidarité qui pouvaient être disponibles pendant cette période particulière. On a travaillé aussi sur des campagnes qui visent à pallier les difficultés d'accès à l'offre de dépistage à travers des envois d'autotests, notamment avec un partenariat avec le Checkpoint, et également d'envoi de mise à disposition de kits de dépistage des IST. On a travaillé aussi sur la promotion d'une ligne avec les NIPS qui permettait aux homosexuels masculins isolés de parler, notamment parce qu'on a constaté qu'il y avait vraiment un problème lié à la santé mentale chez les homosexuels masculins isolés et jeunes. Et puis pour le déconfinement, pour le premier déconfinement, on avait travaillé sur une offre qui s'appelait Teste-toi avant le sexe, qu'on a mis en place avec le Corévi, Arc Alpin et Aide, qui consistait en fait, sur simple demande, à téléphoner et à faire le point sur sa santé sexuelle en recevant un autotest à la maison et une ordonnance sans voir un médecin, une ordonnance pour faire un bilan IST. Et donc, cette offre, en fait, visait à préparer un retour à une vie sexuelle normale, à des conditions normales de rencontre. Et donc de profiter de ce moment particulier pour faire le point sur sa santé.
la lutte contre le VIH a permis de faire beaucoup de progrès en termes de démocratie sanitaire, comme tu le disais, avec le fait que les usagers de santé, les patients, que leur avis soit pris en compte dans la prévention, dans la recherche, dans le soin. Et de la même manière que le VIH, comme je le disais tout à l'heure, l'épidémie de Covid discrimine, c'est-à-dire que on constate, et on en a eu l'intuition très tôt vers Paris Sans Sida, que le Covid touche les personnes plus précaires, mais touche aussi d'abord les personnes nées à l'étranger, pour différentes raisons, c'est-à-dire que ces personnes-là vivent souvent dans des logements plus exigus, donc où la distanciation sociale est plus difficile, ils y vivent plus nombreux. Ils sont également plus représentés parmi les métiers essentiels, donc ils n'étaient pas confinés, et ils présentent souvent aussi des facteurs de comorbidité, plus que dans le reste de la population. Et donc finalement, ces publics sont les mêmes que les publics qui sont particulièrement touchés par le VIH. Et donc on a développé depuis 30 ans une expertise sur la manière de s'adresser à ces publics, sur des actions de terrain qui sont spécifiques et qui permettent de vraiment les toucher. Donc évidemment, on a beaucoup à apprendre de la lutte contre le VIH pour lutter contre le Covid. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Alaikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Israël Yakirati.
Israela ya hakirati. Israela ya kirati. Israela ya kirati. Aujourd'hui, je suis avec Joël au téléphone. Vous avez l'habitude d'écouter Joël à l'antenne, de vivre avec le VIH. Du coup, nous sommes au téléphone, mais Joël, malheureusement, n'est pas chez lui. Non, bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe, bonjour au comité, puis bonjour aux auditeurs. Oui, cette année, et puis là, exceptionnellement, oui, je suis hospitalisé là depuis mercredi, donc dans un hôpital parisien. Non pas pour la Covid, mais pour une autre problématique qui touche hélas les personnes séropositives, enfin notamment les personnes qui ont des fragilités pulmonaires. Donc j'ai une grosse infection pulmonaire qui s'est déclarée il y a à peu près une dizaine de jours. Avec des symptômes qui sont assez affolants et qui m'ont fait énormément peur, c'est-à-dire que plus le temps avançait et moins j'avais la possibilité de respirer. Tu as pensé tout de suite à la Covid, j'imagine. Alors moi, dans un premier temps, j'avais pensé à la Covid et donc les premiers tests, heureusement, se sont avérés négatifs. Et donc on a passé les premiers tests et autres, on a pensé à la tuberculose aussi. Parce que ça, hélas, elle est toujours présente. C'est pas la tuberculose que j'ai eue, mais j'ai un de ces petits cousins, si je peux mettre une touche d'humour à cette situation-là, mais c'est une bactérie amycobaste, en fin de compte, qu'on appelle cela. C'est en fin de compte une xénoplie, qui est une bactérie qui va avoir la fâcheuse manie de se poser sur les poumons fragiles, malades, et qui va mettre des années avant de se déclencher. Donc c'est très particulier. Oui. Et surtout les temps, parce que du coup ça peut mettre des années à se déclarer en pleine pandémie Covid. Alors ça a été ma grosse crainte, c'est-à-dire que c'est arrivé au moment où il n'était pas spécialement conseillé donc d'aller à l'hôpital. Moi pour des raisons parce que je pouvais plus du tout marcher, j'étais vraiment pas à la limite d'être asphyxié, mais voilà, j'avais vraiment du mal à respirer et j'ai accepté l'hospitalisation. Donc dans un service, le service VIH de l'hôpital Saint-Louis. Pour lequel j'ai été pris en charge quasi immédiatement après ma consultation. Du coup, tu n'as pas ressenti, au niveau de l'hôpital et de ta prise en charge, il n'y a pas eu de limitations par rapport au fait qu'il y a une pandémie, que les hôpitaux ils sont saturés, mais tu as eu tout de suite accès, tu as pu te soigner en fait. Alors j'ai eu un accès. Alors est-ce que je peux parler d'un accès privilégié? Je sais pas, mais j'ai eu un accès quasi immédiat, c'est-à-dire qu'on a privilégié le fait de me soigner, enfin de me mettre en surveillance hospitalière le plus rapidement possible, pour justement faire en sorte de ne pas aggraver la situation. Et le Covid, il est pas très loin de ma chambre, il doit être on va dire à 600 mètres à peu près. Il y a tout un secteur qui est interdit aux patients. Et donc beaucoup de choses sont, et ça je le dis parce qu'on n'en parle pas dans les médias, mais il y a énormément de choses qui sont faites pour protéger les patients, pour protéger les visiteurs aussi, parce qu'on n'a qu'une heure de visite par jour, mais et tout le personnel est vraiment bienveillant, vient nous voir régulièrement, on pratique bien entendu les gestes barrières, il y a tout est fait pour que on puisse s'occuper de cette cochonnerie. J'ai pas d'autre terme parce que c'est vraiment une cochonnerie. J'ai pas encore commencé mon traitement. Donc là, ça va faire une semaine que je suis à l'hôpital, donc que des examens qui se sont déroulés, je vais dire franchement, très bien. C'est-à-dire que tout le monde a été vraiment à mon écoute, s'est occupé de moi parce que j'ai quand même perdu plus de 7 kilos, ce qui est impressionnant. Même moi, je me reconnais pas. On m'explique tout, c'est-à-dire que vraiment il y a rien qui est caché.
Donc Oui. ça c'est important. Oui. Joël, on te souhaite de te remettre très vite sur pied, de te revoir à l'émission peut-être en janvier. Ah ben avec plaisir. Oui, j'espère que je serai debout. Enfin, normalement je serai debout. Hein. J'ai un nouveau traitement qui va être mis en place pour le VIH. Donc voilà. Et puis ensuite, je pars pour à peu près un an et demi de traitement par antibiothérapie. Voilà, donc je pense que après les fêtes, je serai à même de venir vous rencontrer une nouvelle fois parce que vous me manquez énormément et c'est vrai que pour moi c'est important de vous avoir et je sais que je voulais aussi vous remercier pour tout le boulot que vous faites depuis des années parce que c'est trop important pour nous. Et je vais terminer là-dessus en disant je souhaite à tout le monde de faire attention et surtout, voilà, de continuer à profiter de la vie parce qu'il suffit de pas grand-chose pour que ça dérape. Donc voilà. Et je vous embrasse tous très très fort. Merci Joël, merci. Bonne guérison, plein de bisous et à très bientôt. Après ce message de Joël, je vous propose d'écouter un témoignage sur la découverte de la maladie et la vie, l'amour et la famille. Un message d'espoir de notre Yann et de sa compagne Hortense, enregistré pour la télé il y a quelques années, mais toujours valable. Quand j'ouvre le courrier, j'ouvre la mienne et je vois séropositif. Mon amie n'était pas là à ce moment-là, donc j'ai quand même ouvert la sienne. J'ai vu qu'elle était négative. Je me rappelle instinctivement être allé me descendre en bas, me mettre un cognac, histoire d'accepter la douloureuse nouvelle. Et le soir, quand mon amie est rentrée, je lui ai donc annoncé, ce qui a été bien sûr un choc, mais elle a été d'une grande compréhension, compassion. Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête quand vous prenez conscience de la maladie ? Je me dis, tu l'as, mais tu vas pas non plus passer ta vie à penser à ça. Sachant que j'avais un enfant, je n'étais plus seul et j'avais vraiment un combat à mener pour pouvoir éduquer cet enfant. Donc moi, je me suis raccroché à ce bébé qui allait naître et à l'amour qu'on avait avec ma compagne. Donc j'ai vraiment eu de la chance de ne pas être rejeté. J'avais tous les éléments pour la combattre, cette maladie, si vous voulez. J'étais assise et je vois un monsieur qui rentre et puis mon cœur a battu. C'était vraiment un coup de foudre. Oui, c'était un coup de foudre. Ouais, parce que ça faisait longtemps, j'avais pas flashé devant un homme comme ça. Donc c'était vraiment un coup de foudre. Qu'est-ce que c'est bon d'entendre tout ça déjà? Tu le sais quand même. J'ai vraiment flashé. Et c'est pour ça que je le supporte jusqu'à maintenant. Quelle place elle a cette maladie dans votre couple? On est peut-être plus à l'affût de savoir si l'autre va bien, de lui rappeler, as-tu bien pris tes médicaments, n'oublie pas ton rendez-vous chez le médecin, est-ce que tu... Voilà, l'un pense pour l'autre et réciproquement. Le moment où il me demande est-ce que tu as pris tes médicaments, ça me rappelle qu'il faut que je prenne mes médicaments. Ou alors Hortense qui ne boit pas beaucoup d'eau, je lui dis force-toi à boire, tu sais qu'on prend des médicaments, ou les reins travaillent beaucoup, on s'entraide quoi. Mais sinon le mot maladie ça n'existe pas chez nous quoi, parce qu'on se considère pas comme des malades. Parce que, oui, moi j'ai rarement, c'est vrai ce que tu dis, moi j'ai rarement utilisé le terme malade. Mais on n'est pas malade. Je suis concerné, je suis séropositif, mais rarement j'utilise le mot malade. Hortense a toujours travaillé, moi j'ai toujours travaillé. Voilà. Donc on ne parle pas, on pense pas à la maladie du tout. Orion, c'est notre petit garçon. Ah ben c'est le fruit de notre amour. Le fruit de notre amour et surtout le fruit de l'avancée thérapeutique. C'est affreux de parler de ça hein, quand on parle. Mais quand on sait les années d'antan, le risque de contamination qu'il y avait pour faire un enfant, c'était vraiment... En Afrique, il y en a beaucoup. Hein. C'était vraiment beaucoup d'enfants séropositifs. Très important. Et là, on pouvait être vraiment totalement sécurisé parce qu'Hortense était traitée, donc suivie, donc l'enfant n'avait vraiment aucun risque. Qu'est-ce qu'il sait, lui, du VIH?
Alors, il ne sait pas dans les détails, c'est-à-dire qu'on lui a pas encore fait le petit dessin, voilà, maman et papa, ils ont une petite maladie qui fait qu'avec les médicaments que l'on prend, tout va bien, comme tu vois, on n'est pas malade, mais je t'explique quand même, c'est une maladie qui attaque les soldats qui nous défendent, donc je pense pas qu'on lui transmette un stress. Non, pas du tout. Après, un pédopsychiatre m'avait dit, il viendra à temps vous poser les questions quand il en aura envie. Voilà. C'est simple. Et c'est à ce moment-là que moi, très tranquillement, je lui expliquerai un peu comme j'explique à un enfant de 10 ans, quoi. On est un peu obligé de la bouffer, la vie, je vais vous dire, parce que c'est un cadeau qu'on a eu avec tout. C'est une seconde vie. Il y a une chose difficile que j'ai vécue aussi, moi, c'est que le fait de savoir qu'on va mourir, après, il faut réapprendre à vivre. C'est-à-dire que moi, quand j'ai appris ma séropositivité en 90, je pensais que j'en avais pour 3-4 ans. Et c'était à peu près ce que disaient les médecins, avant que les grosses maladies se déclarent. Et donc c'est après, il y a une renaissance un petit peu. Donc ne serait-ce que pour ça, je me sens obligé de rendre service par de la prévention pour que ma pathologie et le fait que je sois toujours amoureuse sur Terre avec des enfants, et bien que je puisse dire aux autres, vous pouvez le faire, j'en suis la preuve, Hortense en est la preuve. C'est vrai, c'est vrai.
Et c'est le moment des annonces du cœur. Je commence par Rennes. J'ai 40 ans, j'habite la région parisienne, 1m69 pour 55 kg, à la recherche de mon roi camerounais, posé, chrétien, de 41 à 47 ans, faisant au moins 1m78, vivant dans la région parisienne ou souhaitant s'installer pour pouvoir vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Camerounaise âgée de 36 ans, mère célibataire, séropositive depuis quelques années indétectable, en très bonne forme, suis plutôt aimable et facile à vivre, mais aussi avec des défauts. Femme naturelle, ronde et détente choco, je recherche un homme africain ou européen ou camerounais, ce serait l'idéal, âgé de 40 à 57 ans, du même statut sérologique que moi. Alors si t'es intéressé pour une vie à deux, j'attends de te lire. Je suis une Guinéenne de 30 ans, je recherche un homme sérieux, aimable, intelligent, honnête, loyal, stable pour une vie à deux. Ma recherche est sincère, donc je serai honnête avec moi-même. Malgré mon statut, je reste fidèle à moi-même. Je suis très exigeant. Je préfère un homme mature qu'elle m'attire, me convient mieux et me fait sentir en sécurité. Je suis hyper ambitieuse et sensible, donc chérie, la confiance en soi, c'est le minimum. Je continue de rêver et j'aimerais réaliser tous mes rêves malgré mes multiples échecs. Ceci est un projet de vie, une vie que j'imagine radieuse, alors je veux le construire avec le bon. Je veux aimer et je veux me faire aimer. Je veux mon âme sœur, ma raison d'être, mon cœur, mon king, et je le veux maintenant. Je continue. Bonjour, je me nomme Sam, je suis originaire des Antilles et je vis en proche banlieue parisienne. Je te propose de nous rencontrer autour d'un bon repas si tu souhaites comme moi fonder une famille. J'ai beaucoup de passions à partager, je suis doux et à l'écoute, je suis joignable au téléphone, au plaisir de faire connaissance et d'échanger. Et je termine par un dernier message. Bonjour à tous, je suis une femme camerounaise de 43 ans, 1m60 pour 54 kg, très fine avec des formes africaines. Je ne suis pas désespérée, mais j'aimerais rencontrer l'homme de ma vie ayant le même statut sérologique que moi. J'ai déjà des enfants qui ne vivent pas avec moi et qui sont à l'abri du besoin. J'ai une situation assez stable, je vis entre la Suisse et le Cameroun, je recherche un homme très grand de taille, minimum 1m85, sportif avec ventre plat.
qui sait prendre soin de sa personne, qui a entre 43 et 50 ans maximum, qui a déjà des enfants, qui n'habitent pas avec lui, qui a une situation stable, qui est prêt à déménager avec moi pour le Cameroun pour réaliser nos projets. Il doit être romantique, honnête et surtout attentionné. Ma préférence est portée sur les Camerounais parce qu'en vivant au pays, il ne se sentira pas perdu. Je suis peut-être un peu sélective parce que je sais ce que je veux et ce que je vaux. Annonce très sérieuse. S'il vous plaît, Christina, aide-moi à publier cette annonce. Merci. Je ne l'ai pas seulement publié, je l'ai aussi lu à l'antenne. J'espère que ces messages vont toucher l'âme de quelqu'un. De toute manière, je vous renvoie à notre site internet comitédesfamilles.net pour trouver tous les annonces, tous les contacts, les numéros de téléphone échangés. Pour s'inscrire, c'est tout simple. Il faut avoir une adresse mail valable ou s'inscrire à travers un compte Facebook, Twitter. Si vous avez ni ça ni une mail, vous pouvez nous appeler au 01 40 40 90 25. Je pourrai publier votre annonce pour vous. Et de toute manière, tous les messages sont validés avant lecture. Du coup, il faut le temps d'attente entre votre écriture et ma relecture. Du coup, soyez patient et soyez confiants. Et c'est le moment des infos de la semaine. Une enquête de Médecins sans frontières Épicentre montre que dans un village du Kenya, une nouvelle méthode de dépistage et de prise en charge du VIH est efficace. L'étude annonce qu'en 2018, 93% de la population de ce village connaissait son statut VIH, contre 59% selon une enquête de 2012, et que 97% des personnes séropositives recevaient un traitement antirétroviral contre 68% en 2012. La proportion des populations infectées par les VIH dans ce village était la plus élevée du Kenya et de toute l'Afrique. Depuis 2014, des efforts sont faits pour améliorer l'accès au traitement antirétroviral et aux soins. Les tests sont devenus plus rapides et efficaces. Médecins sans frontières et ses partenaires développent et améliorent les soins contre le VIH dans ces centres de santé ruraux avec davantage de personnel qualifié et un approvisionnement plus constant. La lutte dans le Kenya contre le VIH n'est pas terminée, il faut continuer de maintenir ces efforts. L'ONU-SIDA annonce que la pandémie de Covid-19 menace le progrès dans la lutte contre le VIH, ajoutant que le coronavirus pourrait tuer jusqu'à 150 000 personnes supplémentaires. Certains pays réussissent à limiter les dégâts, mais moins de personnes sont détectées, moins de soins sont donnés. Le nombre d'infections est de 3,5 millions et celui des décès est de des centaines de milliers. Il pourrait y avoir entre 123 000 et 293 000 infections supplémentaires par le VIH entre 2020 et 2022 à cause de la pandémie. Mais le coronavirus n'est pas la seule raison à tout ça. La réponse mondiale au VIH était en retard avant même la pandémie de Covid-19, dit la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. C'est un rappel de l'insuffisance des investissements et des mesures de lutte contre le VIH. En 2019, plus de 1,6 million de personnes ont été infectées et 700 000 sont décédées du sida dans le monde. Des chiffres inadmissibles alors que des mécanismes de prévention et de soins sont abordables. Au total, près de 39 millions de personnes sont actuellement atteintes du VIH. Environ une fois par minute, un enfant ou un jeune de moins de 20 ans était infecté par le VIH en 2019, relève le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Il demande au gouvernement de protéger, soutenir et accélérer les efforts de lutte contre le VIH chez l'enfant. En 2019, moins de la moitié des enfants dans le monde n'avaient pas accès aux traitements qui pouvaient leur sauver la vie. Près de 320 000 enfants adolescents étaient infectés par le VIH et 110 000 enfants sont morts du sida l'année dernière.
la pandémie de Covid-19 aggrave les inégalités d'accès aux services de lutte contre le VIH pour les enfants adolescents et les femmes enceintes dans le monde. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord enregistrent une couverture de 81% des thérapies antirétrovirales pédiatriques, alors que les taux étaient de 46% et de 32% en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Malgré quelques progrès dans cette lutte, les inégalités persistent dans certains pays. Les outils en ligne sont-ils nécessaires pour promouvoir la prévention du VIH ? Les experts en santé publique déclarent que les outils en ligne devraient être utilisés pour éduquer les jeunes sur le VIH et SIDA. Les rapports des Nations Unies annoncent que les personnes âgées de 15 à 24 ans représentent 34% de 1,7 million de personnes nouvellement infectées par le VIH dans le monde l'année dernière. En 2019, il y avait 38 millions de personnes vivant avec le VIH, dont 10% des jeunes, déclare Madame Zhu, responsable du bureau chinois du programme commun des Nations Unies sur le VIH et SIDA. L'épidémiologiste en chef estime que les nouvelles infections du VIH parmi les 15-24 ans devaient être autour de 3000 cas actuellement. Les professionnels de santé affirment que les infections sur les campus sont liées aux mauvaises connaissances du risque du VIH et des mesures de protection appropriées. Et c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Vivre avec le VIH revient la semaine prochaine avec une nouvelle émission. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et prenez soin de vous. À bientôt.